de scrutin dimanche pour désigner le président de la Commission de l'Union africaine, la présidente pour être plus précise, puisque c'est une femme qui a remporté l'élection. Il s'agit de la Sud-Africaine Nkosazana Dlamini-Zuma, actuelle ministre de l'Intérieur et ancienne épouse de Jacob Zuma. Alors cette élection, vous le savez, a été difficile. Elle a été le signe peut-être des divisions qui minent l'organisation. L'Union africaine est actuellement réunie en sommet à Addis Abeba. L'occasion pour nous de nous interroger ce soir sur l'utilité de l'UA qui comprend aujourd'hui 54 pays. Les États-Unis d'Afrique, est-ce une utopie? Que peut faire aujourd'hui l'organisation dans les conflits qui secouent notamment le Mali, les deux Soudans ou encore le Nord Kivu à l'est de la RDC, la République démocratique du Congo? Eh bien, on en parle ce soir avec Francis Patindé. Bonsoir, monsieur, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste, ancien porte-parole du HCR pour l'Afrique de l'Ouest, pardonnez-moi. Avec nous, Christophe Boisbouvier. Bonsoir, Christophe. Vous êtes journaliste à RFI, Radio France Internationale, spécialiste de l'Afrique, et on peut vous entendre tous les matins dans votre interview, 6h45, 8h45, heure de Paris. Nous sommes également en direct de Corel, en Bretagne, avec Paul Simon Andy. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de recherche à l'Institut d'études et de sécurité de Pretoria. Et puis dans quelques minutes, Jean-Baptiste Placa va nous rejoindre. Il est journaliste, éditorialiste, spécialiste de l'Afrique. Alors avant de commencer ce débat, on va tout de suite écouter les réactions à Addis Abeba des présidents ougandais, sud-africains et béninois. Ils réagissent à l'élection de la sud-africaine Nkosazana Dlamini-Zuma. On les écoute. C'est une combattante pour la liberté. Ce n'est pas une bureaucrate ou une diplomate. Cela signifie beaucoup pour l'Afrique, pour le continent. L'unité et l'émancipation des femmes, c'est très important. Nous sommes contents. Maintenant, nous avons le président de la Commission de l'Union africaine, Mme Zuma, qui va prendre maintenant la destinée de cette institution qui est notre bras opérationnel. Francis Patindé, est-ce que ce sommet a marqué un tournant pour l'Union africaine? Absolument, puisque après 6 mois, un peu plus de tergiversation, on a abouti à l'élection d'un homme, d'une femme, finalement. D'une femme. La première femme donc, de l'histoire de la Commission de l'Union africaine. Au niveau de... Mais au-delà de... Ça n'a pas été la première grave crise même à la naissance de cette institution. Il y a eu une grave crise entre l'élection de Alpha Oumar Konaré et de Amara Elsi à l'époque. Et je pense que ça a été une crise qui a été plutôt bien gérée. Et le fait que ce soit l'Afrique du Sud qui prenne aujourd'hui la présidence de la Commission de l'Union africaine, est-ce que c'est important? Est-ce que ça marque un tournant, justement? Bon, il y a une règle non écrite. Que ce soit une puissance quand même continentale, l'Afrique du Sud. Absolument. Il y a une règle qui est une règle non écrite qui voulait que les 4-5 puissances du continent n'héritent pas de ce poste-là. Mais je ne pense pas que ce soit une rupture totale, parce que l'Afrique du Sud pèse, et ça pèse de tout son poids. C'est la première puissance du continent, puissance militaire, puissance démocratique. C'est un pays qui participe au G20, qui est membre du G20 et qui est membre également des BRICS, aux côtés du Brésil, la Russie et d'autres pays. Je pense qu'il n'est pas inintéressant de voir si ce pays peut servir essayer le moteur de locomotive pour le reste du continent. Essayons ça. Madame Zuma est connue pour une dame énergique, qui a des convictions fortes, elle ne se laisse pas compter, et ce serait intéressant de voir ce qu'elle va faire. Christophe Boisbouvier, est-ce que cette élection, justement, est le signe aussi des divisions qui minent aujourd'hui l'organisation? Oui, alors vous parliez d'un tournant. En fait, le vrai tournant, c'était l'année dernière, au moment de la crise en Libye. Parce que là, vraiment, l'Union africaine s'est déchirée entre les pro-Kadhafi, les anti-Kadhafi. Et surtout, l'Union africaine n'a pas été capable d'adopter une position commune, ou au moins avoir une position visible, une position qui se voit face au bombardement de la Libye par l'OTAN. Et c'est ça, aujourd'hui, que paye certainement le président sortant, le Gabonais Jean Ping. C'est sans doute ce manque de visibilité l'année dernière. Et il y a eu parce qu'au début, quand la candidature de Dlamini Zuma est arrivée en septembre dernier, peu de gens pensaient qu'elle réussirait et qu'elle irait au bout, y compris en Afrique du Sud d'ailleurs. Souvenez-vous, en Afrique du Sud même, elle-même n'était même pas sûre d'y arriver, pour tout dire. Hein. C'est plus son ex-mari, Jacob Zuma, qui a mis le paquet. Mais il y a eu une tornade. Il y a eu une tornade sud-africaine.
avec certainement des moyens pas toujours honnêtes. Quand on écoute le vice-ministre kényan des Affaires étrangères aujourd'hui qui dit que certains pays se sont fait tordre le bras par l'Afrique du Sud pour voter pour sa candidate, c'est dire qu'il y a eu certainement des choses pas claires. Mais il y a eu autre chose, certainement quelque chose de plus fondamental, qui est que cette fois-ci, humiliés par ce qui s'était passé l'année dernière, plusieurs pays africains, même francophones, se sont dit, bon, on va voter, certes pour la candidate d'un grand pays, mais un pays qui donnera peut-être plus de visibilité à l'Union africaine. Paul Simon en dit, alors certains éditorialistes parlent aujourd'hui d'une revanche de l'Afrique qui résiste à l'interventionnisme occidental. On se rappelle que l'Afrique du Sud était contre une intervention contre l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et contre une intervention également contre Kadhafi. Est-ce qu'on peut dire ça aujourd'hui, que c'est l'Afrique justement qui résiste à l'interventionnisme occidental ? C'est certainement l'interprétation que l'Afrique du Sud aimerait voir prédominer, parce que là, on pourrait se demander de quelle Afrique est-ce qu'on parle, de celle qui a soutenu Madame Zuma ou alors de celle qui s'y opposait. Donc, mais c'est vrai que la candidature sud-africaine s'est avérée être un projet à la limite syndicaliste contre ce qu'elle considère être les ingérences occidentales en Afrique. Et c'est bien ce qui m'ennuie un peu dans la candidature de Madame Zuma telle que présentée par l'Afrique du Sud. Ça ne semblait pas être une candidature pour une redynamisation de l'Afrique, mais plutôt une candidature contre. Donc c'est un projet en opposition et non pas un projet de construction. Mais on verra, on la jugera au pied du mur et on verra ce qu'elle fera. Elle ne vient pas sans qualité, il faut dire. Hein. Et donc, oui, il y a eu beaucoup, on verra que les pays qui soutenaient la candidature de Mme Zuma, oui, estimaient qu'un changement de personne à la tête de la commission contribuerait peut-être à faire de l'Union africaine une organisation qui tient sa route, sa voie par rapport aux Occidentaux. Mais c'est aussi une manière de faire, d'attribuer tous les échecs de l'Union africaine à la seule personnalité de Ping. Et je pense que ça, ce n'est certainement pas très fair-play. Jean-Baptiste Paca, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de cette Union africaine? Quels sont ses succès et ses échecs? L'Union africaine, si on prend son ancêtre, qui est l'Organisation de l'Unité africaine, l'OUA, a réussi quand même une de ses principales missions, qui était la décolonisation totale de l'Afrique. En 1963, quand cette organisation se créait, il n'y avait pas, des pays comme l'Angola, le Zimbabwe et un tas d'autres n'étaient pas indépendants. Alors, cette organisation, par moments, malheureusement, a été perçue comme un syndicat de chefs d'État qui se soutenaient, plus ou moins. De dictateurs, un club de dictateurs, on peut dire? Alors, tous n'étaient pas des dictateurs, mais les dictateurs avaient une certaine prépondérance du point de vue de l'engagement. Et c'est peut-être d'ailleurs une des choses que l'on peut reprocher à Jean Ping. Vous savez, depuis que l'Union africaine existe en tant que telle, aucun de ses présidents de commission n'a assumé plus d'un mandat. Alors, le premier est parti parce qu'il n'avait pas vraiment le soutien de son pays. Le deuxième, qui était un ancien chef d'État et qui prenait des positions courageuses, a senti que ça déplaisait d'une manière ou d'une autre au chef d'État qui le considérait comme, j'allais dire, leur serviteur, tout simplement. Alpha Oumar Konaré. Et donc, il est parti de lui-même. C'est-à-dire que quand on n'arrive pas à impulser à une institution comme celle-là qui doit être au service du continent africain, quand on n'arrive pas à lui impulser comment dit-on, une dynamique pour faire évoluer ce continent et le mettre cette organisation au service des peuples, on peut se retirer. C'est ce que Konaré a fait. Jean Ping est un gestionnaire comme les chefs d'État africains les aiment, c'est-à-dire pas d'initiative, comment dit-on, trop osée en quelque sorte.
Et vous pensez que justement, cette femme, cette Sud-Africaine, ministre des Finances, elle va prendre un peu de liberté, un peu d'indépendance par rapport à ses chefs d'État? Alors, j'entendais tout à l'heure parler d'influences extérieures. C'est vrai qu'en 1999, quand Kadhafi a convoqué un sommet à Sirte pour lancer l'Union africaine, les États-Unis d'Afrique même, disait-il, un certain nombre de chefs d'État africains francophones sont passés par Paris pour prendre des consignes. Et à la fin, l'organisation que voulait mettre en place Kadhafi n'est pas celle qu'on a eue, c'est-à-dire qu'on n'a pas voulu, comment dit-on, d'une organisation puissante qui tende vers une fédération des États de ce continent. Je pense qu'il y a beaucoup à dire sur la façon dont l'organisation a évolué, mais la personnalité du président de la Commission est quelque chose d'essentiel. Et donc là, on va voir si elle va impulser donc un nouveau souffle. Cette dame est d'Afrique du Sud, et l'Afrique du Sud, vous le savez, est un pays qui a quand même une culture justement comment dit-on, de l'intérêt de ce continent. L'Afrique du Sud... Donc on peut espérer qu'elle donne une impulsion. Christophe Boisbouvier, est-ce que l'Union africaine est une organisation aujourd'hui qui fonctionne, ou est-ce que c'est une coquille vide? Parce qu'on a l'impression qu'ils ne sont jamais d'accord sur rien. C'est un peu comme la Ligue arabe, c'est l'impression un peu que ça donne, on n'est jamais d'accord. Non, il y a des choses importantes. Il y a eu la décolonisation dont parlait Jean-Baptiste, et puis il y a eu aussi la lutte contre l'apartheid, le boycott des Jeux Olympiques de Montréal, un certain nombre de choses qui ont amené l'Afrique du Sud de l'apartheid au banc des nations et qui ont permis à l'Afrique... Donc vraiment, l'Union africaine a été aux côtés de Mandela, enfin l'OUA à l'époque. Voilà. Donc non, il faut pas tout envoyer à la poubelle, attention. Non, aujourd'hui, je crois, pour reprendre ce que disait Paul Simon, la question est de savoir si justement la future Union africaine de Mme Dlamini Zuma sera au service de l'Afrique ou au service de l'Afrique du Sud. C'est ça, je pense, la vraie question. Parce qu'en effet, pour la première fois, donc, un président de commission, en l'occurrence Mme Dlamini Zuma, viendra d'un grand pays. Et quel pays? L'Afrique du Sud. Mais du coup, on risque d'avoir un rejet de la part des perdants. Parce que le paradoxe de la défaite de Jean Ping, c'est que les pays qui le soutenaient le plus, Jean Ping, ce n'étaient pas les pays d'Afrique centrale. Alors que lui-même, Jean Ping, est gabonais. C'était les pays d'Afrique de l'Ouest. Pourquoi? Parce qu'en Afrique centrale, il y a des petites bisbilles internes entre le Gabon et la Guinée équatoriale. Même le Tchad, le Congo-Kinshasa soutenaient Mme Dlamini Zuma contre Jean Ping. En revanche, en Afrique de l'Ouest, presque tous les pays ont soutenu la candidature Jean Ping parce que beaucoup de Ouest-Africains, Alassane Ouattara, l'Ivoirien, Goodluck Jonathan, le Nigérian, surtout le Nigeria, n'ont pas oublié l'attitude de l'Afrique du Sud dans l'affaire ivoirienne l'année dernière, où l'Afrique du Sud a soutenu Laurent Gbagbo contre Alassane Ouattara. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'est allé faire l'Afrique du Sud dans nos affaires, se sont dit les Ouest-Africains. Donc on peut craindre peut-être, j'aimerais bien avoir le point de vue de Paul Simon là-dessus, on peut craindre peut-être un repli de la CEDEAO, c'est-à-dire les pays d'Afrique de l'Ouest, sur eux-mêmes, vis-à-vis de l'Union africaine, nouvellement dirigée par une Sud-Africaine. Paul Simon, est-ce que vous voulez bien répondre à la question de Christophe Boisbouvier, justement, qui craint justement un repli finalement de ces organisations régionales qu'est la CEDEAO face justement à l'Union africaine? Je pense qu'en effet, Mme Zuma n'aura pas beaucoup le temps de célébrer sa victoire. La bataille pour le contrôle de la Commission a coûté énormément. Elle a coûté en termes d'image à l'Union, elle a coûté aussi en termes de capacité à créer le consensus entre le centre, finalement à 10, et puis ce qu'on pourrait appeler une des périphéries, la CEDEAO. En effet, je pense qu'il sera très difficile à Mme Zuma de recoller les morceaux. Et justement, je pense aussi que l'Afrique du Sud a fait une erreur relativement monumentale en faisant campagne sur un ticket, bon, elle a essayé de la couvrir sur le compte de la SADC, mais c'était un ticket sud-africain. Disait, je me rappelle d'une tribune de la ministre sud-africaine des Relations extérieures qui disait: avec une Sud-Africaine à sa tête, l'Union africaine sera plus forte. Alors, ce qu'elle ignore, c'est que pour une organisation qui a vocation à la supranationalité, c'est que Mme Zuma cesse d'être sud-africaine, en principe, dès qu'elle va à 10. Elle devient une fonctionnaire de la Commission. Alors, si elle devrait prendre ses ordres de Pretoria, si elle devrait considérer sa fonction
comme un officiel de Pretoria, alors là, justement, on peut s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup de blocages, énormément de blocages au sein de la commission, et que justement que les travaux de la commission s'en trouvent entravés. Il me paraît même, il me semble que là, Madame Zuma devra faire preuve de tout son doigté diplomatique, et surtout, je pense que en revisant la loi non écrite qui faisait qu'aucun grand pays ne postule à la présidence de la Commission, à mon avis, l'Afrique du Sud a volontairement ou involontairement ouvert une boîte de Pandore. Il y aura beaucoup plus de rivalité maintenant entre les grands pays, ce qu'on appelle souvent les Big Five. Bon, mais comme qui dirait, peut-être que l'Union africaine avait besoin d'une petite crise, pareil, pour se redécouvrir, pour se réinventer finalement. Et peut-être aussi que finalement, on va se poser la question de savoir quel rôle est-ce que l'Union africaine doit jouer dans une Afrique en pleine transformation. Alors justement, Francis Patinet, quel rôle doit jouer l'Union africaine dans une Afrique en pleine transition? Moi, je voudrais d'abord préciser que la plupart des prédécesseurs de Mme Zuma avaient des parrains, recevaient des ordres de quelque part. Ça, il y a toujours quelqu'un qui tire les ficelles, finalement. Il y a toujours quelqu'un qui tire les ficelles. On peut nuancer le cas de Alpha Oumar Konaré. Moi, je me souviens que ce dernier m'avait fait une confidence que je vais vous livrer là. C'est qu'après sa prise de fonction, il y a eu un ambassadeur d'un grand pays occidental qui a demandé à le voir et qui lui a dit, d'entrée de jeu, « J'espère, monsieur, que vous allez faire comme vos prédécesseurs. » Alors, il demande quoi? Il lui dit « Mais j'espère que vous allez nous informer avant d'informer les chefs d'État africains. » Vous savez, tous ont eu des parrains. Et ce sera le cas de... Jean Ping, quel était son parrain alors? Jean Ping, même s'il avait quelques raideurs, était considéré comme étant proche de Paris. Ça, il ne faut pas faire de secret. On a même compris que certaines de ses positions durant la crise ivoirienne, la crise libyenne, étaient assimilées. À défaut de réagir, il a préféré le silence. Donc, il faut savoir dire les choses. Deuxième chose, je voudrais dire que le grand perdant de ce qui vient de se passer à Addis Abeba, ce n'est pas le Gabon, mais c'est le Nigeria. Parce que vous savez, il y a une concurrence entre le Nigeria et l'Afrique du Sud pour le poste de membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, et que le Nigeria a fait campagne, mais il a mis toute sa force dans la campagne au profit de Ping. Et le Nigeria est le grand perdant de cette affaire. Je vais vous donner la parole ensuite, Jean-Baptiste Placard. On fait une toute petite pause de 2 minutes, le temps du rappel des titres, et on reprend la deuxième partie de notre débat. On parlera des conflits qui frappent aujourd'hui, qui secouent le continent, le Mali, la guerre entre les deux Soudans et le conflit dans l'est de la RDC, la République démocratique du Congo, au nord Kivu. On en parle dans un instant. Que peut faire l'Union africaine ?